l'actualité. Ouais, nouvelle passée un peu sous silence la semaine passée. Il y a un rapport qui a été commandé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Tourisme Montréal qui révélait qu'il y a moins de chantiers en 2024 qu'en 2023 au centre-ville. La seule affaire, parce que vous ne l'avez peut-être pas remarqué, qu'il y en avait moins, c'est qu'il y a plus de comptes. Donc là, on essaie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait moins de chantiers, mais toujours plus de comptes? Selon la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, c'est un enjeu de sécurité. Dans les dernières années, il y a beaucoup de travailleurs de la construction qui se sont fait happer par des voitures, qui ont été menacés d'être happés. Donc, ils ont mis de la pression sur leur syndicat pour qu'il y ait de plus en plus de comptes. L'ennui, c'est que les comptes, parce que je ne suis pas contre la sécurité, c'est que les comptes, on ne les enlève pas à la fin de chaque shift. On ne les remet pas dans des camions qu'on transporte à l'aéroport. Donc, les comptes restent dans la rue. Eh bien, ça fait en sorte que Montréal est de plus en plus orange. On en parle avec Jonathan Hamel, un entrepreneur et un fan du centre-ville de Montréal, quelqu'un dont j'apprécie le jugement parce qu'il a le courage de dénoncer des affaires qu'on trouve que c'est un tabou de ne pas dénoncer. Salut Jonathan, bon matin. Bonjour. Comment tu évalues la situation depuis un an? Parce que tu habites pas loin du centre-ville. On ne révélera pas évidemment ton adresse, mais je sais sur Twitter que tu dénonces beaucoup la situation. Est-ce que depuis le 3 novembre, élection de Soraya, tu as observé une amélioration? Oui, absolument. Il y a définitivement un changement de ton avec cette administration-là et je le salue. Là. On voit les interventions de notre ami, l'automobiliste de Montréal, que je salue en passant, qui documente là, les séances du conseil. Et on voit que dans certains arrondissements, les doléances des citoyens face à certains aménagements sont beaucoup mieux accueillies. Donc, il semble y avoir une dynamique là, de consultation là, qui est établie par la nouvelle administration. Et de bonne foi, moi, je pense que je leur souhaite la meilleure des chances. On veut que la ville réussisse. On veut que peut-être aller sur le chemin de la guérison là, pour Montréal. Je pense pas que c'est exagéré d'utiliser ce terme-là. Là. Est-ce que, par contre, je ne cherche pas les bébites, là, mais au début d'une administration, c'est pas un peu normal qu'il y ait une apparence de volonté de consultation? Puis est-ce que tu es quand même optimiste? Parce que j'imagine que quand Valérie Plante est installée, elle aussi a consulté au début. Là. Non, on sent définitivement qu'il y a un changement d'orientation, que les gens ont voté pour ça. Et j'ai rarement vu, Rémi, un consensus aussi marqué qu'actuellement à Montréal sur ces questions-là. On sent que, les aménagements idéologiques des pistes cyclables, il y avait à peu près aucune adhésion derrière ça. C'est une minorité, c'est une frange radicale de gens qui exigeaient ce genre d'aménagement-là. Il n'y a à peu près pas de demande pour ça. On sent que l'administration a compris cette réalité-là. Et définitivement, il semble y avoir une nouvelle dynamique qui est établie à l'Hôtel de Ville. Je voulais qu'on discute ce matin, Jonathan, parce que tu es un investisseur, tu es un entrepreneur, tu voyages, tu rencontres des gens qui proviennent de l'extérieur et qui viennent à Montréal une fin de semaine, une semaine pour des congrès. Qu'est-ce qu'ils pensent de Montréal, ces gens-là? Je lisais 87% des artères du centre-ville ont été entravées au moins une fois cette année. 87%! Il n'y a aucune rue ou presque qui n'a pas vu un cône à un moment donné. Cette statistique-là m'a sauté aux yeux également. Et en fait, ça démontre, je pense, c'est aussi le constat là, de la CCMM et de Tourisme Montréal, c'est qu'il n'y a aucune planification puis coordination par la ville des chantiers l'un avec l'autre, si vous voulez. Donc, on fait une fermeture d'une rue, d'une artère, sans voir si ça a un impact sur un chantier qui est plus bas, par exemple. Donc, aucune coordination dans les planifications de façon efficiente des chantiers. Et pour te dire, qu'est-ce qu'on entend? Premièrement, il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas venir, tout simplement. Là. Il y a des gens qui évitent l'île. Des fois, on va rencontrer des gens sur la rive sud, sur la rive nord, dans du boss. C'est vrai pour à peu près toutes les industries. Donc, on sent que les gens veulent éviter d'être coincés, si tu veux, au centre-ville. Et c'est pas normal, ça. C'est pas bon pour Montréal que les gens veulent l'éviter. C'est vrai aussi dans le domaine du divertissement puis du loisir. Les gens veulent, à part pour le Canadien, les gens veulent, je pense, éviter à tout prix de venir au centre-ville. Ça a bénéficié grandement à des quartiers comme, par exemple, le 10-30 sur la rive sud. Je pense que c'est ce que tente également Royalmont là, dans l'ouest également. Donc, l'exode du centre-ville, là, ça a fait quand même des gagnants à l'extérieur de Montréal. C'est grave ce que tu dis parce que Montréal avait la réputation d'être une ville festive. Il y a le fameux exemple, là, c'est toujours le même exemple qu'on sort, les bars de danseuses. Donc, il y a les Américains qui viennent dans les meilleurs bars de danseuses, sont au Québec, sont à Montréal. Mais là, ils viennent plus parce que, tous les avantages de Montréal sont comme enterrés par les désavantages. Je pense plus que Montréal détient ce classement-là sans être
particulièrement un connaisseur des établissements que tu as mentionnés, mais en général, je pense au niveau culturel, au niveau de nightlife, on sent que Montréal n'est plus du tout où il était. Vous avez voyagé un petit peu dans le reste de l'Amérique ou même en Europe, on est ailleurs là, complètement. Tu sais, Montréal s'est éteint, en commençant par son centre-ville. Je pense qu'il fait pâle comparaison, même comparaison à Toronto maintenant, qui est littéralement une petite version de Manhattan. Là. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. La circulation, c'est un des aspects majeurs. Je lisais beaucoup aussi de restaurateurs, de tenanciers de bars, etc. C'est pas juste le stationnement, Rémi, aussi. C'est le fait que, par exemple, tu peux pas te faire laisser devant l'établissement par un taxi ou un Uber, par exemple. Donc, si tu vas sur une date dans un restaurant, tu peux pas te faire laisser deux quadrilatères plus loin puis marcher là. Il y a aussi une question de personnes âgées, d'accessibilité. Donc toute cette doctrine de la guerre à l'auto, c'est extrêmement élitiste en passant. Là, ça s'attaque vraiment aux personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, par exemple, les personnes à mobilité réduite en général. Donc il faut que ça cesse. Puis le signal qui est envoyé par l'administration à date, c'est assez positif. Oui, puis en passant, je vais juste le préciser parce que, bon, t'es plus associé à la droite économique, mais moi, j'ai eu assis juste à ma droite, ici, à la table, Pierre-Luc Briand, qui est un homme de gauche, qui me dit la même affaire que toi. Il m'a dit la guerre à l'auto... J'avais lu avec intérêt sa publication qu'il avait fait sur Facebook et qui reprend essentiellement ce que je viens de dire. Là. C'est une attaque. Lui, je pense qu'il parlait de sa mère qui avait plus accès, une question de transport, encore une fois. Ouais. Donc, c'est les mêmes constats. Ben oui, il habite sur le plateau Mont-Royal, Rosemont, dans ce coin-là, puis il dit, les personnes âgées, là, qui veulent faire leur épicerie, par exemple, et qui ne peuvent pas se stationner devant chez elles parce qu'il y a une piste cyclable ou parce qu'il y a des vignettes puis qu'il n'y a pas de place, parce qu'on vend un service, on vend des vignettes, mais il n'y a pas de place. Ça, c'est incroyable, ça, quand même. Ça, on appelle ça du Shylocking. Ça, c'est une escroquerie. Je ne sais pas si c'est dans l'index des mots qu'on peut plus dire. Shylock, on ne peut plus dire ça maintenant. Bon, parfait. Donc ça, c'est un homme de gauche qui dit ça. Donc, il y a comme un consensus. Mais pourquoi on tolère ça? Tu as le PDG de Tourisme Montréal qui dit on tolère l'intolérable. Effectivement. On tolère ça parce qu'il n'y a pas assez de gens qui ont parlé. Ça a été toléré pendant trop longtemps. Il y a eu, la pression s'est bâtie pendant plusieurs années. Là, on sent que la valve d'échappement, ça a été les dernières élections municipales, mais ces organismes-là auraient dû... Je me souviens pas exactement ce qu'ils ont dit dans le passé, mais il y a des organismes locaux qui auraient dû parler bien avant. Il y a des entrepreneurs majeurs locaux qui auraient dû parler avant. Moi, j'en parle souvent. Le Québec Inc. est muet sur ces enjeux-là, particulièrement même à Montréal. Donc, je pense qu'on a quand même assisté à la destruction de Montréal planifiée pendant à peu près 8 ans. Là. Donc, ça faisait mal en tant que Montréalais de voir ça. Là. Bon, là, on fait du dynamitage, je l'ai prévenu. Là, tantôt, là, on parle à 10h30 à un architecte qui a des bonnes idées pour Montréal. Mais il faut d'abord, je pense, dresser un diagnostic juste de la ville. Je vais être encore plus pessimiste que toi sur cette question-là, Jonathan. Je pense que si on tolère ça, c'est parce que ça ne nous dérange pas tant que ça. Parce que, non, mais c'est la vérité. Quand tu n'es plus capable de tolérer quelque chose, tu passes à l'action. Et comme société, on dirait qu'on ne vit plus vraiment ensemble à Montréal. Donc, le sentiment d'appartenance à Montréal s'est effrité. On a tous notre petit condo, notre petit appartement où on rêve de sortir, puis c'est tout. Ça s'arrête là. On chiale quand ça vient nous emmerder d'être pognés dans le trafic, mais on n'a pas de vision d'avenir. C'est pour ça que les erreurs se répètent, puis qu'on tolère l'intolérable. Je suis d'accord avec toi. Puis, il y a beaucoup de ces fléaux-là qui sont... Il y a beaucoup de choses qui sont auto-imposées, si tu veux. Là. C'est des blessures auto-infligées. Il y a beaucoup de solutions, quand même assez simples. On parle beaucoup, de retirer des pistes cyclables. Oui, mais regarde, quelque chose qui me saute aux yeux particulièrement les 2-3 dernières années, c'est il y a beaucoup de reprogrammation de feux rouges qui ont été faits, de feux de circulation, qui ont été faits par l'ancienne administration. Sur certains quadrilatères, il y a une priorité qui est donnée aux cyclistes et aux piétons. Et on a enlevé, par exemple, la lumière verte sur une direction, alors que les piétons et les cyclistes peuvent avancer. Les voitures, eux, ont perdu à peu près 50% du temps de l'ancienne lumière verte, si tu veux. C'est vrai dans plusieurs quadrilatères du centre-ville. Donc ça, imagine, ça a un effet là, démentiel sur la fluidité de la circulation. Et avant de parler d'intelligence artificielle, je vois que c'est ce que recommande le Tourisme Montréal et la Chambre de commerce. Avant de parler d'intelligence artificielle, je pense qu'on peut aller quand même c'est des concepts, Rémi, qui sont bien connus là, en ingénierie civile puis en urbanisme. Là, je veux dire, on n'est pas arrivé, on n'est pas tombé dans la ville de Montréal avec les circulations du jour au lendemain. C'est des concepts bien connus de programmation des feux rouges. Moi, je pense qu'on doit ramener les traverses piétons à la demande. Dans certains quadrilatères, ça ne doit pas être prioritaire. Là. Il y a des quadrilatères où la circulation automobile doit être prioritaire parce que sinon, ça a un impact découplé sur la fluidité. Et ça a un impact pour des milliers de gens là, dans leur quotidien. Là.
En fait, ce que tu veux dire, c'est que si un piéton veut traverser, il pèse sur un piton, puis on lui donne un espace et un temps pour traverser, mais on ne prévoit pas à chaque 2 minutes que quelqu'un... Mais c'est vrai, ça, parce que des fois, je suis au coin d'une rue, puis c'est long, c'est 50 secondes, puis il n'y a personne, là. Tout le monde perd son temps. Tout le monde a vécu ça. Alors là, tu ne peux pas tourner. Si tu ne peux pas tourner, tu bloques une voie. Donc, c'est un effet boule de neige sur la circulation. Et il y a des artères, puis c'est particulièrement le cas pour les gens qui vont à votre studio, qui connaissent bien la rue Frontenac. La rue Frontenac et Notre-Dame. S'il n'y a pas un policier qui fait la circulation manuellement, c'est une artère qui ne fonctionne pas. Et c'est le cas de plusieurs artères majeures à Montréal. Donc, ça, je veux dire, on n'a pas à accepter ça. Encore une fois, c'est des blessures auto-infligées qui sont on peut facilement régler ces enjeux-là avec une meilleure planification et une meilleure programmation, notamment des feux rouges. Ouais, puis je précise quand même que si t'es piéton au Frontenac Notre-Dame, là, je comprends pas qu'est-ce que tu fais là. Normalement, t'es pas censé marcher là. Je sais pas si t'es perdu ou quelque chose. Là. On a parlé de sécurité tantôt. J'ai commencé avec ça, les cônes oranges. Est-ce que, ça, c'est peut-être un tabou, ça aussi, Jonathan, faut-tu choisir à un moment donné entre la sécurité et la beauté? Je rappelle que les cônes oranges sont laissés là parce que c'est pour protéger des travailleurs de la construction. Et là, je veux pas qu'il y ait moins de cônes pour les travailleurs pendant qu'ils travaillent, mais comme ils n'ont pas le temps de les ramasser, ben, ils les laissent là. Fait que là, tu te promènes le soir, puis le soir, c'est après 15 heures. Là. Tu te promènes à Montréal, puis tu les vois un peu partout, puis tu te dis... Hey, c'est dommage quand même qu'on ait ça dans le chemin. Là. Non, mais excusez, mais sur Rachel, récemment, au coin Papineau, il y a eu des cônes avec une flèche électronique. Il n'y avait rien. Il ne s'est rien passé pendant je pense que c'était presque 3 mois. Pas un travailleur, pas rien, la circulation bloquée. Puis on n'a jamais compris c'était quoi, puis ça a disparu à un moment donné. Ça, c'est frustrant pour les automobilistes. Déjà, sur le plateau, c'est compliqué. Ben, je suis pas surpris là, que tu m'expliques qu'il y avait un impératif syndical de sécurité, mais à un moment donné, il y a un impact comme je disais, sur des milliers et des milliers de personnes. Et puis, le but n'est pas de diminuer la sécurité et de risquer la vie des gens. Je pense qu'il y a un milieu quand même sécuritaire dans tout ça. Cet angle-là, en passant, a été utilisé par l'extrême gauche de Projet Montréal. La sécurisation des rues, des pistes cyclables, etc. Donc, là, on a passé du narratif climatique, de l'urgence climatique, dans un impératif de transport collectif et de guerre à l'auto, maintenant dans une dynamique de sécurisation. Ça, c'est la dynamique qu'ils ont utilisée là, dans les derniers mois. Et en même temps, ça a un impact, comme je disais, qui est disproportionné sur la qualité des citoyens de Montréal qui vont quand même utiliser l'auto encore. Là. Si vous voulez l'éliminer directement, ben dites-le, puis faites-le, faites pas de demi-mesure, mais encore une fois, comme je disais précédemment, il n'y a pas de demande pour ça. Les citoyens de Montréal n'ont jamais voté pour ça. Et comme on voit actuellement, je pense que l'actuelle administration peut passer littéralement à l'histoire en ramenant le gros bon sens à Montréal. On a quelqu'un qui nous écrit, Yvan là, de la Montérégie. Je travaille à Montréal depuis 1985. Depuis maintenant une dizaine d'années, je fuis Montréal tout de suite après ma journée de travail. Et moi, j'ai les vois, les gens, là. Ils conduisent vite, puis ils klaxonnent à la moindre petite embûche sur leur chemin. Ils veulent s'en aller. C'est comme s'il y avait des zombies là, qui les attaquaient après leur chiffre et qui disaient il faut sortir absolument de Montréal. Merci, Jonathan. Hey, investisseur, j'espère que ton portefeuille va mieux qu'Investissement Québec, là, par contre. Ben, écoute, oui, écoute, si vous faites pire qu'Investissement Québec, ça va pas très bien. 1,4% sur 4 ans, alors que la bourse fait, les grands indices font plus de 100% sur 4 ans. C'est pas très flatteur comme comparaison. Merci, Jonathan Hamel. On s'en parle bientôt.